Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bonjour, je ne sais pas encore. Vous me présenter rapidement. Donc, je suis Marion Coville, je suis responsable d'un cours qui s'appelle Communication responsable de Master 2, Communication des organisations. Et la conférence à laquelle vous allez assister ce soir, en fait, fait partie de ce cours et a été organisée par 3 étudiantes du Master 2 Communication des organisations, qui sont à mes côtés, donc Manon, Maëva et Carolia. Et la conférence se déroule aussi dans le cadre d'un cours de Master 1 Communication des organisations où les étudiants sont sensibilisés aux questions d'inclusion et de handicap, notamment dans le milieu scolaire et dans le milieu du travail. Je vais laisser nos 3 étudiantes vous présenter la conférence de ce soir et puis les quelques présentations et activités que vous pourrez trouver aux abords de la conférence juste après. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être là. Et puis, on aura l'occasion de discuter après la conférence. Re-bienvenue du coup à cette conférence qui portera surtout sur le thème de handicap invisible. Donc, ce sera notre thème général d'aujourd'hui. Et donc, comme vous le savez, l'IAE aujourd'hui est dans un souci d'inclusivité. Et c'est tout l'objet de cette conférence, en fait. Et nous avons le plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui Mathis Costes, président fondateur de l'association ANSH, l'Association nationale pour la scolarité et le handicap, qui justement abordera le sujet de la dyslexie et nous aidera en fait à comprendre comment voir la dyslexie au-delà de la question du handicap. Et à l'issue de cette conférence, vous aurez, nous invitons du coup à un petit buffet qui se tiendra à la cafétéria. Et vous pourrez voir aussi dans les couloirs de l'IAE des affiches sur l'autisme que Maëva va vous présenter, va vous en donner plus d'informations dessus. Bonjour à tous, je suis Maëva Jodard, une étudiante autiste qui travaille à Espifrani et a entendu parler du projet de Manon Ménard qui est en thèse de design et qui a fait à l'aide d'étudiants autistes de l'association à Toulouse La Bulle des affiches en reprenant les concepts qui sont généralement présents chez les personnes qui ne sont pas sensibilisées à l'autisme, en les barrant et en les réécrivant avec l'aide des personnes autistes. Donc on vous encourage fortement à prendre quelques minutes pour regarder tout ce qui a été fait, c'est très informatif. Donc merci à tous d'être présents ce soir. Ça montre qu'aujourd'hui on se bat contre les clichés du handicap invisible. Donc là, ce soir, contre la dyslexie, mais en général, quels que soient les handicaps invisibles, comme l'autisme, comme vient de le présenter Maëva, ou bien la bipolarité, voilà autant de sujets qui sont encore aujourd'hui sujets à trop de tabous et de stigmatisation. Merci à vous. Une toute petite note, c'est qu'on vous a distribué des nœuds qui sont aux couleurs de la neurodiversité, c'est pour ça qu'il y a toutes les couleurs. Celui-là, je crois, il est là-bas. Vous pouvez le mettre là-bas, celui-là. Il ne peut pas se mettre ici, on est tous spéciaux. Donc, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Je pense que oui. Ok, donc bonjour à tous. Je suis Mathis Coste, du coup, comme ça a été présenté, président de l'ANSH. Et à côté de ça, du coup, je suis étudiant et aussi vacataire conférencier à l'Université de Toulouse, justement pour parler du handicap et plus précisément de la dyslexie. Donc l'ANSH, qu'est-ce que c'est? C'est une association qu'on a fondée du coup il y a 2 ans, justement pour parler de la scolarité et le handicap. Et nos objectifs, en fait, c'était principalement créer un réseau pour les étudiants et pour toute personne
personnes en fait qui veulent agir pour la scolarité et le handicap. Donc on fait des sensibilisations, des systèmes d'entraide, etc. Si ça vous intéresse, vous avez les réseaux juste là et on a un serveur Discord aussi où, vu que c'est national, en fait, on est implanté dans un peu toutes les villes. Ouais. Ah. Ouais. Je suis mute. Ouais, mais on va m'entendre. Ok. Là, on m'entend pas? Normalement, si. Hein. QQ, je crois, il a dit. Ok. Je crois que c'est bon, hein, t'inquiète pas. Hop. Donc, voilà pour la NSH. Donc, vous avez les réseaux si ça vous intéresse. Donc voilà, je suis titulaire d'une licence en psychologie aussi, donc, mais je vais vous parler de mon parcours un peu plus tard. Et actuellement, je suis en master d'épistémologie, donc c'est un nom un peu barbare. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est de la philosophie des sciences, voilà. Et je suis là du coup pour vous parler de la dyslexie. Donc moi, j'ai la merveilleuse chance en fait d'avoir tout le panel des 10 sévères. Sauf la dysphasie, je m'exprime plutôt bien à l'oral et c'est plutôt cool, sinon ça aurait été compliqué ou pas. Et en plus de ça, du coup j'ai un TDAH, c'est pour ça que vous me voyez bouger sur ma chaise. J'aurais aimé marcher, mais sinon on m'entend pas du coup sur Discord. Voilà, TDAH du coup c'est un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, mais on en parlera après. Donc je vais vous présenter du coup le sommaire. Donc d'abord on va voir c'est quoi la dyslexie. Où là en fait je vais vous faire interagir. Vous allez vous me dire selon vous qu'est-ce que la dyslexie. N'ayez pas peur, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de. Je pense qu'on est là pour échanger en fait clairement. Après voilà on va aller dans le plus général pour aller vers le plus précis. On va parler des handicaps cognitifs et des troubles neurodéveloppementaux. Pour ensuite parler des différentes dys et plus précisément du coup de la dyslexie et des particularités de la dyslexie. Et pour finir, voilà, sur des questions, des suggestions, s'il y en a. Voilà. Chose que j'ai pas dite. Alors moi, du coup, je me base sur de la littérature scientifique, en tout cas j'essaye, et sur là aussi ce que des associations peuvent dire, etc. Je fais attention je fais attention dans mes sources, sachant que vous aurez à chaque fois les sources en dessous de mes diapositives. Et il y a une chose, je ne suis pas spécialiste, hein, bien évidemment, je ne suis pas chercheur, donc je suis étudiant comme vous. Donc voilà. Donc d'abord, pour vous, en un mot, qu'est-ce que la dyslexie? Donc là, je vous laisse prendre vos téléphones, scanner le QR code si vous voulez, et normalement, si tout se passe bien, si j'ai bien fait mon travail, vous aurez une question en un mot ou en deux, si vous voulez. Qu'est-ce que la dyslexie, selon vous? Et on va avoir un nuage de points par rapport à vous, toutes vos réponses, sachant que c'est anonyme. Donc, vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de mauvaise réponse. N'ayez pas peur. Donc on a un trouble, lecture, difficulté à lire et à écrire, trouble cognitif, inversion des lettres, difficulté à lire, mots. J'ai vu un 3D. D'accord. Autre, confusion, mélange. C'est dur de lire. Neurologique, pense. Dur de lire. TND. Ok. Mais il y a plein de réponses différentes. Confond, faute, différencier. Et du coup, on va un peu analyser ça après coup. Parce que c'est intéressant ce que vous donnez là. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent interagir, pourquoi ils ont donné ce mot, etc., vous pouvez, hein, c'est comme vous voulez. Ou alors le faire à la fin, c'est comme vous le souhaitez. Mais c'est intéressant, ça donne plein de... Ok. Hop. Amen. Ok.
on va en parler du coup de ce nuage de points après coup. Donc d'abord on va parler du handicap cognitif. Donc qu'est-ce qu'un handicap cognitif? Les définitions globalement, voilà, c'est des dysfonctionnements dans les fonctions cognitives, ça peut être des troubles de l'attention, de la mémoire, de l'adaptation, de l'automatisation par rapport au langage, au changement. Et en fait, on retrouve dans les handicaps cognitifs, sachant que c'est une très très grande variété de handicaps. Là, je vous en ai mis 2 typologies, à savoir les maladies neurodégénératives et les troubles neurodéveloppementaux, mais il y en a beaucoup plus. Et du coup, on a les maladies neurodégénératives avec Parkinson, Alzheimer, et les troubles neurodéveloppementaux, donc la dyslexie. Les 10 se trouvent dans les troubles neurodéveloppementaux, sachant que là, j'ai parlé des classifications des troubles neurodéveloppementaux selon le DSM. Le DSM, c'est le manuel diagnostique des troubles mentaux. Donc voilà comment le DSM catégorise tous ces troubles neurodéveloppementaux. Sachant qu'un trouble neurodéveloppemental, pour savoir ce que c'est écrit dans son nom, c'est une difficulté au niveau neuro, donc au niveau du cerveau, et développemental. Donc en fait, c'est à partir de la naissance de l'individu jusqu'à sa mort. En fait, on ne guérit pas de l'autisme ou de la dyslexie ou de tout trouble neurodéveloppemental. On vit, en fait, on est avec et on meurt avec. Donc en fait on a voilà, les troubles du développement intellectuel dans les troubles neurodéveloppementaux. Donc là ça ne concerne pas les 10, on retrouve dans le trouble des développements intellectuels, on retrouve les déficiences intellectuelles par exemple, même si ces termes-là, bon je pourrais en parler longtemps mais c'est pas le sujet. Trouble de la communication, donc là on retrouve notamment la dysphasie qui est un trouble 10. La dysphasie qui est voilà, une difficulté d'automatisation dans le langage parlé, donc dans tout ce qui est oral. Ensuite, on a le trouble, et il y a d'autres troubles de la communication dans les troubles neurodéveloppementaux, mais là, je vous épargne toutes les classifications, parce que sinon, ça va être très long. On a le trouble du spectre de l'autisme, donc TSA, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDA/H, donc en fait, les personnes elles sont avec ou sans hyperactivité, ça dépend des profils. Là, on a le trouble spécifique des apprentissages. Donc là, le trouble spécifique des apprentissages, pour faire court, si vous voulez, c'est là où on va retrouver les principales 10. Ça va être là où on retrouve la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, et en fait, c'est tout ce qui freine les apprentissages, comme son nom l'indique. Donc souvent, vous allez entendre, quand on parle des troubles 10, souvent vous allez entendre des gens dire « Ah, c'est les troubles des apprentissages ». Sauf qu'en fait c'est plus large que ça, les troubles 10, sachant que dans les troubles d'apprentissage après il y a tout un diagnostic. Souvent les professionnels se basent sur le DSM et on en parlera après. Et ensuite du coup on a les troubles moteurs. Troubles moteurs, on retrouve la dyspraxie, c'est une difficulté d'automatisation des gestes. Donc en fait c'est des personnes qui vont avoir du mal dans l'orientation spatiale, dans tout ce qui est gestuel. Et on a d'autres aussi troubles moteurs dans les troubles neurodéveloppementaux, mais ce n'est pas le sujet, on va se concentrer sur les 10. Voilà. Et vous avez les références en bas si ça vous intéresse. Donc voilà le magnifique panel des troubles 10, sachant qu'il en manque, mais je vais vous en parler. Donc là, c'est une image qui provient d'une association que j'ai trouvée sympa, même si voilà, il y a des éléments à rajouter, mais en date il y a un petit moment. Mais je trouve que visuellement, ça rend bien. Donc, tout d'abord, la dysphasie, comme je vous l'ai dit, c'est un trouble de l'acquisition et de l'automatisation du langage oral. Donc, il y a plusieurs types. Dans chaque dyslexie, en fait, il y a plusieurs types de dyslexie. Donc, c'est là où ça se complique et on va rentrer dans le détail du détail. Et dans la dysphasie, en fait, il y a des dysphasies réceptives, expressives, mixtes. Et en fait, on retrouve des difficultés en fait, très très variées, et j'ai envie de dire un peu comme pour l'autisme, on entend beaucoup, il y a autant d'autisme que de personnes concernées. Pour la dyslexie c'est pareil en fait, parce que sachant que c'est vrai que on viendra après, mais toutes les 10 en fait il y a souvent des comorbidités. Voilà, c'est un langage, enfin c'est un terme un peu spécifique. Des comorbidités en fait, c'est les 10 en fait elles sont souvent liées à d'autres troubles neurodéveloppementaux. Donc on retrouve en fait souvent des gens comme moi qui sont multi-10, il n'y a pas une 10 isolée, et également
d'autres troubles neurodéveloppementaux comme un TDAH, des fois de l'autisme, etc. Donc voilà pour la dysphasie. Pour la dyslexie, du coup, on va le faire à la fin, la dyslexie. Ensuite, on a la dysgraphie. La dysgraphie, du coup, là, ils n'ont pas fait de lien, mais elle est souvent liée à la dyspraxie, parce qu'en fait, souvent, des difficultés d'automatisation dans la réalisation de programmes moteurs, etc., ça entraîne en fait des difficultés d'automatisation pour écrire en fait. Et la dysgraphie, c'est souvent en fait des personnes qui, par exemple, vous avez sûrement vu des personnes qui n'arrivent pas à suivre une ligne, ou des personnes qui écrivent soit trop gros, soit trop petit, et c'est souvent illisible. Donc voilà, on retrouve toutes ces difficultés-là pour les personnes dysgraphiques. Sachant qu'il y a différents aspects aussi dans la dysgraphie, et voilà, il y a plein d'aspects différents dans les difficultés au niveau graphique. En fait, ça peut être le tracé, ça peut être, mais vous l'avez juste là, la mise en page, etc. Du coup, ensuite, on a la dyspraxie. La dyspraxie, bon là, vous voyez un magnifique arbre de différentes dyspraxies constructives, il y en a énormément. Et pour avoir fait un stage justement en CMPP, centre médico-psycho-pédagogique, là où en fait pendant ma licence de psychologie, c'est des centres en fait qui accueillent des jeunes qui sont justement qui ont des troubles neurodéveloppementaux divers, et justement avec le médecin, j'ai pu voir à quel point il y a autant de dys et de dyspraxie en l'occurrence différentes par rapport à des cas, par rapport en fait à des... Enfin, c'est singulier, quoi. Chaque personne est différente, et il va y avoir toujours différents liens entre toutes ces spécificités. Voilà. Ensuite, on a la dyscalculie. La dyscalculie, c'est un trouble de l'acquisition des compétences numériques et des habiletés mathématiques. Là, encore une fois, il y a énormément de types de dyscalculie, et ça peut être en fait justement par rapport aux faits arithmétiques, ça peut être par rapport à juste en lien aussi avec la dyslexie, par rapport à l'automatisation de symboles. Donc en fait, c'est très complexe. Et on vient du coup sur la dyslexie, la dysorthographie, qui sont souvent liées. Donc la dyslexie, c'est un trouble de l'acquisition et de l'automatisation de la lecture. Et la dysorthographie, c'est un trouble de l'acquisition et de l'automatisation à l'orthographe. Pourquoi c'est lié? Parce qu'en fait, c'est des difficultés d'automatisation face à des symboles, en fait. Face à des symboles qui sont dans un premier temps abstraits, qu'il faut encoder, qu'il faut apprendre, en fait, que ces symboles-là, à la suite, ça forme des mots, etc. Et du coup, on retrouve plein de types de dyslexie et de dysorthographie, avec la dyslexie phonologique, de surface, visuo-attentionnelle et mixte. Sachant que, pour faire court, je vous donnerai des exemples peut-être après coup dans mon cas en fait par rapport à toutes ces 10. Quoi que je peux vous les donner maintenant, c'est plutôt cool. Par exemple, pour la dyscalculie, moi ce qui me pose énormément de problème, c'est quand il y a des longs chiffres. Par exemple, quand ça va dans les 1000, etc., j'ai beaucoup de difficultés en fait, et je me trompe énormément entre passer de 100 au 1000 en fait, dans les ordres de grandeur. Ce qui m'a posé beaucoup de problèmes dans l'apprentissage des mathématiques, comme vous pouvez l'imaginer. Pour la dyspraxie, dans mon cas, c'est plus au niveau moteur. Souvent, les enfants dyspraxiques, ou les gens dyspraxiques de façon générale, c'est des gens maladroits. Et dans mon cas, c'est le cas. Par exemple, par rapport à l'habillage, pour moi, enlever un t-shirt, c'est galère. Oui, ça peut être rigolo comme ça, mais voilà. Après, au niveau visio-spatial, heureusement, j'arrive à bien m'orienter dans l'espace, mais il y a des personnes pour qui c'est très compliqué. Après, justement, par rapport à la dysgraphie, donc mon écriture, elle est illisible. J'aurais pu vous montrer, justement. Mais j'ai réussi à retravailler cette écriture, et elle est un peu plus lisible qu'avant, mais bon. Et la dysorthographie, là, on va en parler. La dysorthographie, moi, en fait, tout simplement, le pluriel, le singulier,
ça m'embête, le féminin, le masculin, ça m'embête aussi, c'est juste en fait des règles grammaticales de grammaire qui sont très très compliquées à automatiser. Et la dyslexie, la lecture, elle est très fatigante pour moi, même si je lis beaucoup, parce que j'adore ça. Mais il existe plein de stratégies pour compenser, et on va en venir après. Donc là, on va parler du coup plus précisément des types de dyslexie, aussi appelés justement troubles spécifiques du langage écrit. En fait, ce terme-là, TSLE ou TSLO, troubles spécifiques du langage oral, ça c'est pour la dysphasie. Vous les verrez en fait auprès des psychologues en fait et auprès des médecins dans des lieux justement de prise en charge. Donc c'est pour ça déjà il y a beaucoup de termes qui parlent même de la dyslexie, donc c'est déjà compliqué de s'y retrouver. Donc la dyslexie phonologique, c'est un dysfonctionnement de la voie d'assemblage lié à une altération du canal auditivo-verbal, de la conscience phonologique. Donc en fait, ça va être une difficulté dans la correspondance graphème-phonème. En fait, ces personnes-là, elles vont avoir du mal. En fait, elles vont souvent inverser la séquence des sons à l'intérieur d'un même mot. Il va y avoir des sons qui vont être omis. Et par exemple, dans mon cas, ça se retrouve, par exemple, le B, le P, ou des fois je me trompe, le GN, GU, des choses comme ça paraît peut-être évident pour vous, mais pour moi, c'est des fois compliqué. Et la dyslexie de surface, du coup, c'est un dysfonctionnement de la voie d'adressage, cette fois-ci, de par l'altération du canal visuel, plus particulièrement de la mémoire visuelle. En fait, ça se caractérise par une difficulté à reconnaître le mot dans son ensemble. Et en fait, ces personnes-là, il va y avoir des difficultés vraiment à mémoriser les mots. Par exemple, vous prenez le mot oignon, oignon. Alors la langue française est géniale pour ça. Femme, ça s'écrit femme. Enfin bon, bref. Toutes ces choses-là, moi, ça a été... c'est toujours de toute façon très galère. Et la dyslexie de surface, voilà, elle est dans cet aspect-là. Sachant qu'après, on a la dyslexie visio-attentionnelle. Et on en a d'autres, mais dyslexie visio-attentionnelle, c'est en lien avec les troubles, un trouble de l'attention. La personne, en fait, mais ça vous arrive peut-être, hein, quand vous lisez, que vous perdez le fil, et que vous pensez, par exemple, que vous lisez, d'un coup, vous avez sauté une ligne de trop, etc. Et ben en fait, c'est ça, de façon beaucoup plus intense. Les personnes, en fait, elles vont avoir du mal à se concentrer sur la lecture. Et après, on a tout ça, ça peut être mixte en fait. Dans mon cas, en fait, j'ai la chance d'avoir un peu toutes les 10, donc d'où le caractère de sévérité quand on m'a diagnostiqué, mais voilà. Et je pense que quelque chose qui est intéressant, voilà, ça paraît un peu barbare vu comme ça, c'est Michel Habib, du coup, qui fait des syndromes fréquents d'association dans ce livre, que je vous conseille si ça vous intéresse, même s'il est vraiment axé neurosciences. Si vous avez des bases, normalement ça devrait le faire. Et en fait, Michel Habib, lui, il est spécialisé dans l'enfance, donc là je vous parle par rapport, en fait, lui, il est neurologue du coup dans un CHU, je crois, dans un hôpital en fait, justement pour tout ce qui est troubles d'apprentissage chez les enfants. Et en fait, il a fait dans ce livre en fait la constellation des 10, comme il appelle, avec différents syndromes fréquents d'association parmi ces troubles. Et c'est là où on voit vraiment la comorbidité, en fait, les associations fréquentes qu'il y a entre les 10. En fait, on ne peut pas parler de dyslexie au singulier. Souvent, en fait, même la plupart du temps, il y a toujours d'autres 10 qui sont associés, ou d'autres troubles neurodéveloppementaux, particularités neurodéveloppementales, comme je préfère dire. Donc du coup, on a premièrement le syndrome phonologique. Donc le syndrome phonologique, il va y avoir une dyslexie plus de type phonologique, avec la difficulté principale, c'est dans le fait de pouvoir décoder les sons, donc la correspondance graphème-phonème, comme je vous ai dit, avec une dysorthographie bien souvent. Et il y a la plupart du temps, en fait, dans ce syndrome-là, un retard de langage oral. Il y a ce qu'on appelle du coup, soit un retard de langage oral, soit une dysphasie. Et voilà, la dyscalculie, c'est facultatif, c'est-à-dire que elle n'est pas forcément là, mais des fois, en fait, on peut retrouver des personnes avec une dyscalculie également. Donc ensuite, on a le syndrome visio-attentionnel. Donc là, en fait, ça va être une dyslexie mixte ou visio-attentionnelle.
Et justement, là, ce qui va être caractéristique de ce syndrome-là, c'est justement un TDAH, donc un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Et ensuite, du coup, on a le syndrome dyspraxique. Le syndrome dyspraxique, du coup, c'est une dyslexie plutôt modérée, en fait. C'est pas là où résident les principaux problèmes. Ça va être justement dans une dysgraphie, dans une dyspraxie et une dysgraphie. Et chose que je vous ai pas dite, justement, on va retrouver aussi une dyschronie massive. Je vous ai pas présenté toutes les dys parce qu'il y en a d'autres. Il y a aussi le syndrome dysexécutif, qu'on catégorise. Bon, c'est discutable si on les catégorise dans les 10, mais il est souvent lié avec les 10. On a la dyschronie, on a la dyspnésie. La dyschronie, du coup, c'est en lien en fait avec l'automatisation du temps. Ça va être très compliqué pour ces personnes-là de gérer le temps. Par exemple, j'ai un frère qui est dyspraxique, qui a une dyschronie massive. Par exemple, il est jamais à l'heure pour manger, il est jamais à l'heure pour. Il a énormément de difficultés à automatiser en fait cette notion de temps. Voilà. Je sais pas, peut-être les questions on les prendra à la fin. Notez les questions, si ça vous dérange pas, on les prendra à la fin, parce que sinon il faut faire passer le micro et ce sera plus simple à la fin, je pense. Mais j'espère que c'est pas trop barbare en tout cas. Ah ben, bon, mes questions. Du coup, par rapport aux questions, moi j'aimerais savoir, selon vous, est-ce que la dyslexie est principalement quelque chose d'empêchant ? Et vous pouvez donner des exemples dans le sens où est-ce que c'est principalement, en fait, est-ce que vous voyez la dyslexie principalement comme quelque chose de négatif et sinon pourquoi, si oui pourquoi? J'aimerais bien avoir vos avis s'il y a des gens qui veulent. Ça fonctionne, oui. Je pense que moi je dirais que principalement c'est empêchant par rapport au système scolaire actuel. Moi j'ai un petit frère qui est dyslexique par exemple, et la forme de dyslexie qu'il a, c'est qu'il peut pas du tout retranscrire à l'écrit ses pensées, ce qui fait qu'en fait il va passer 5 heures à apprendre son cours, et il va arriver devant sa feuille, il sera incapable de retranscrire ses idées, et donc en fait le prof va penser qu'il a pas révisé, alors que c'est hyper rageant parce qu'il aura passé tout le week-end à bosser son chapitre. Donc je pense que c'est handicapant. Enfin, quand même, principalement par rapport au système qu'on a. Et après, il y a peut-être des cas où c'est bénéfique dans certains sujets, mais globalement, je pense que c'est plus un handicap quand même. Okay. Merci pour ta réponse. Et je suis d'accord avec toi que par rapport au système en fait, et à la société, il y a des choses à revoir, il y a des choses à discuter, bien sûr. Après, de toute façon, je vais en parler. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Merci pour ton retour. Moi, je pense que ça peut être un facteur de réussite scolaire, dans le sens où j'ai une amie qui est dyslexique et elle a énormément travaillé dans toute sa scolarité. Alors au début, quand elle était en primaire, elle a appris à lire en CE2, mais après ça, elle a énormément travaillé et ça lui a fourni une grosse capacité de travail et maintenant, elle brille dans les études. Voilà, elle est en master de droit et maintenant, elle s'en sort très très bien et malgré la dyslexie. Ok, merci. Oui, c'est vrai qu'au final, je pense qu'il y a, à vrai dire, chaque être humain, chaque personne est différente et en vrai, je pense qu'il y en a bien sûr qui réussissent dans la scolarité, pourquoi pas, et bien sûr. Donc, alors, personnellement, je ne suis pas dyslexique, je les collectionne pas, je suis juste dyspraxique, c'est tout. Par contre, j'ai une amie qui était dyslexique, avec qui j'ai fait mon master, et je voulais raconter justement une anecdote par rapport à la scolarité, parce que c'est une amie en fait qui donc avait de gros problèmes d'orthographe, notamment de conjugaison, comme tu disais tout à l'heure, tout ce qui est accord masculin-féminin, accord des participes passés ou infinitifs, elle avait énormément de mal. Mais la plupart du temps, en fait, à partir du moment où elle prenait le temps de se relire et de passer du temps sur ses copies ou sur son travail, ça allait. Un jour, on a eu un partiel de droit, donc où le temps est compté et où elle n'osait pas demander de tiers-temps. Donc elle a rendu un partiel avec toutes les bonnes réponses, mais des fautes quasiment à chaque mot. Elle a eu 0. Le professeur l'a humiliée devant 30 personnes en lui rendant sa copie.
en expliquant qu'elle n'avait rien à faire ici, que c'était honteux et c'était une manque de respect pour le professeur de rendre une copie avec des fautes d'orthographe. Elle s'est sentie tellement mal qu'elle est allée voir le professeur à la fin du cours pour s'excuser parce qu'elle se sentait mal qu'il ait pris ça pour une marque d'irrespect. Donc elle lui a expliqué qu'elle était dyslexique et que dans un travail comme celui d'un partiel en temps compté, elle fait énormément de fautes. Elle s'attendait à un petit peu de bienveillance et un peu de compréhension de la part du professeur, qui lui a simplement expliqué que elle n'avait rien à faire en master, qu'elle était simplement le symbole de l'échec scolaire et que c'était pas son problème de compenser le handicap des étudiants, mais qu'elle avait simplement rien à faire dans les études. Voilà. Alors, elle a réussi, elle a eu son master, elle s'est barrée de la formation et ensuite elle est allée à Sciences Po. Mais entre-temps, juste elle s'est effondrée devant toute la classe et elle a dû essuyer le mépris d'un professeur pour son handicap. Je reconnais là aussi des choses dans mon parcours qui sont similaires. Donc, heureusement maintenant elle a son master, qu'elle a eu entre guillemets sa revanche en fait, qu'elle a fait ce qu'elle aime en fait, c'est le principal je pense. Et il faut sensibiliser les gens. Voilà. Quoi dire de plus. Après il y a des cons partout malheureusement, mais bon, ça c'est ça on n'y peut rien. Il y avait une autre question, oui. Oui, moi du coup mon frère il est dyslexique et dysorthographique et comme le frère de Louis il a beaucoup travaillé, il travaille beaucoup pour pas avoir forcément des notes qui sont adéquates et comme Jeanne par contre comme ta pote au moins il a réussi, enfin il a appris à beaucoup travailler dans sa vie et voilà. Mais par contre au lycée il a fait un lycée le bac S et en seconde le directeur du lycée lui avait dit maintenant, il faut que tu passes au lycée général parce que jamais tu pourras avoir ton bac. T'as pas les résultats pour. T'as trop de difficultés pour avoir ton bac. Et mon frère, il est très assuré. Il lui a dit, le directeur lui a dit, il faut que tu trouves un plan B ou sinon tu vas au lycée général, lycée professionnel. Et il a dit devant le professeur, mon plan A, mon plan B, c'est mon plan A. Pardon, c'est. Il a dit mon plan B c'est mon plan A et maintenant je continue le bac et il a eu son bac et maintenant il est en études supérieures. Mais de base le directeur voulait pas qu'il continue dans sa voie. Merci pour ton retour et tout ce qu'on a dit là au final ça retranscrit bien ce que je pense. Je pense que c'est possible en tout cas. Mais une autre question, ouais. Dis-moi. Oui, ce que je voulais dire, c'est que toutes les réponses qui ont été apportées là, je pense qu'elles permettent de répondre à la question et que c'est pas la dyslexie en elle-même qui est quelque chose d'empêchant, c'est plus le regard que les gens ont sur la dyslexie et comment on l'aborde, comment les autres font pour vivre avec quelqu'un qui est dyslexique. Je pense que c'est plus ça qui est empêchant. On va nous mettre des bâtons dans les roues davantage si on est dyslexique, mais la dyslexie en elle-même, je pense pas que ce soit vraiment quelque chose d'empêchant. Enfin, c'est mon avis. Merci pour ta réponse. On va y revenir de toute façon par rapport à tout ça. Il y a une autre question, oui. Moi, je rejoins certaines personnes qui disaient au début qu'en fait c'était empêchant, surtout dans le domaine scolaire actuel. Moi, je ne suis pas étudiante, je suis justement à ESH et j'accompagne justement en milieu scolaire des enfants qui peuvent souffrir de... Il n'y a pas que la dyslexie, hein. Il y a l'autisme, enfin bon bref. Hein. Et je dirais qu'en fait ça devient empêchant à partir du moment où on n'a pas les bonnes informations pour pouvoir aider l'élève en difficulté et quand il n'est pas forcément bien accompagné. Parce que ça arrive aussi qu'il y ait des familles qui ne peuvent pas, pour une raison ou pour une autre, accompagner leur enfant. Et donc dans le domaine scolaire, il y a des cons, je confirme, c'est pas le souci. Mais il y en a aussi qui voudraient bien faire et qui n'ont pas malheureusement les clés, les aides et ce qu'on peut apporter pour essayer de pouvoir adapter en tous les cas pour tous ces profils d'élèves, puisque comme vous disiez tout à l'heure, il y a autant de personnes qui souffrent de dys il y a autant de dys que de personnes qui en souffrent. Voilà. Donc à chaque fois il faut s'adapter. Voilà. Donc je pense qu'en fait ça peut être quand même empêchant. En tous les cas, les élèves en souffrent beaucoup. Voilà. Merci pour la réponse. Il y a une autre question.
En fait, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que moi j'étais il y a 2 ans en formation pour être prof d'SVT, formation dans laquelle je ne suis plus actuellement. Et je suis concernée par tout ça, pas directement, mais parce que mon petit frère est aussi atteint de dyspraxie, de dysgraphie, de ce genre de choses-là. Et en cours, pour devenir enseignant, du coup, on n'en parle même pas. En fait, on nous a demandé de faire des présentations dans l'année sur le thème qu'on voulait. Donc moi, c'était un thème que j'avais choisi pour le présenter à mes collègues. Et j'avais mes enseignants qui me disaient « C'est bien, Alice, c'est chouette que tu fasses de la sensibilisation là-dessus. » Et moi, je leur disais « Mais oui, mais c'est pas prévu qu'on en discute. » Et en fait, c'est absolument pas prévu dans les programmes. Et c'est là où c'est très problématique, en fait. C'est que c'est pas quelque chose d'intégré dans les consciences. Personne ne veut prendre le temps de réfléchir à toutes ces personnes-là. Et c'est là où, oui, ça devient empêchant. Mais c'est pas empêchant de base. Si l'environnement était adapté, si les personnes étaient ouvertes et prenaient le temps, ça serait pas empêchant. Mais juste, le système actuel, on en revient toujours au même point, le système actuel n'est pas adapté à ces personnes-là. Merci pour ton retour. Est-ce qu'il y a d'autres retours ? Sinon, je vais vous parler de mon parcours. Si ça vous... Ah, un autre tour. Merci pour toutes ces infos. Je vais faire un peu tâche dans tout ce que j'ai entendu. Je suis désolé. Effectivement, le milieu dans lequel on vit, à l'université notamment, n'est pas forcément adapté, mais il s'adapte. Aujourd'hui, l'université de Poitiers, c'est 900 étudiants en situation de handicap accompagnés. Et quand on étudie, quand on regarde le taux de satisfaction, il y a forcément des choses qui ne vont pas. Et il y en aura encore quelques années, malheureusement. Néanmoins, la situation s'améliore. Le nombre d'étudiants accompagnés, on est passé de 300 étudiants accompagnés il y a 7-8 ans à plus de 900 en ce moment. Les collègues enseignants et enseignants-chercheurs, qui ne sont pas tous cons, ont compris qu'effectivement, de toute façon, qu'ils le veuillent ou non, ils seraient confrontés à des situations qui jusque-là, ils ne rencontraient pas ou ne voulaient pas voir. Et c'est en train d'évoluer. C'est juste pour essayer de ne pas trop noircir la situation et se dire qu'il y a quand même des bonnes volontés, il y a quand même des gens qui bossent dessus. Aujourd'hui, bon, ça ne vous concerne pas encore, et peut-être que ça vous concernera un jour, mais les enseignants et enseignants-chercheurs qui deviennent enseignants-chercheurs à l'université sont obligés d'avoir une formation en pédagogie, ce qu'il n'y avait pas de mon temps, n'est-ce pas? Et dans ces formations, aujourd'hui, systématiquement, la problématique de l'inclusion est abordée. Pas spécifiquement dans un coin, on n'en fait pas une tour d'ivoire d'un côté, mais c'est seulement comment je pense un cours, comment je pense une progression pédagogique, en ayant en tête que, effectivement, tiens, ça fait quoi si l'étudiant écoute le texte plutôt qu'il n'essaye de le lire et de le déchiffrer? Alors, il va passer un peu plus de temps, parce qu'en lecture, on passe on passe moins de temps à lire qu'à entendre, mais tout compte fait, la compétence recherchée, c'est laquelle? Alors, j'ai bien entendu le problème du collègue de droit qui avait humilié une étudiante. Alors, j'en suis navré pour l'étudiante. Aujourd'hui, d'ailleurs, je le dis pour tout le monde, si ça se produisait, on est typiquement sur un cas de discrimination ou de harcèlement, et ça peut faire l'objet d'un signalement. Alors, avant d'en venir là, effectivement, il faut essayer de discuter. Mais voilà, je pense qu'on peut peut-être éclaircir le tableau en se disant que, ok, il y a des choses qui ne vont pas, mais petit à petit, on essaie de les résoudre. Alors, je ne me suis pas présenté, Florent Jabouche, je suis chargé de mission handicap à l'université, vous l'aurez compris. Merci pour votre retour. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ok. Moi, je pense que c'est important de nuancer justement tout ça. Je pense qu'il y a du bon comme du mauvais, et toujours pareil, en fait, c'est toujours en fonction des professeurs qu'on a en face, en fonction des établissements aussi, à la politique handicap, sachant que dans tout établissement supérieur, il y a un service handicap, il y a des gens qui sont souvent bienveillants, bien sûr, tout à fait, et voilà. Mais je vais revenir sur mon parcours justement parce que ça me paraît... ça peut être intéressant, surtout s'il y a des personnes concernées qui manquent de confiance en elles ou des choses comme ça, sachant que je sais que c'est très très dur. Donc moi, du coup, j'ai été diagnostiqué de tout ça très très jeune, en CP, si je dis pas de bêtises.
Et en fait, du coup, ça a été très très rapidement, on va dire, des suivis, des rendez-vous médicaux, que ce soit avec des orthophonistes, des psychomotriciennes, des psychologues, des neuropsychologues et des médecins, justement pour rééduquer, pour travailler sur tout ça. Et en fait, très tôt, en fait, on m'a simplement dit que la scolarité, pour moi, ça allait pas être possible, et que justement, rien que le brevet, en fait, je pourrais pas, je l'aurais pas, quoi. Donc en fait, ça a été très compliqué. Mon collège et mon lycée, je me suis fait virer de mon collège parce que j'avais pas d'assez bons résultats. Enfin bon, bref, des choses comme ça, avec des événements pas très cool, comme le coup du professeur de droit. Mais bon. Et du coup, on m'a redirigé vers un autre collège, ça s'est plutôt bien passé. Et au lycée, en fait, on m'a dit que j'ai eu mon brevet, du coup, avec mention, donc je suis content quand même. Et du coup, on m'a redirigé rapidement vers un bac professionnel en vente, parce qu'on m'a dit que l'oral, c'était ma force, et que du coup, il fallait que j'aille dans ça, parce que le général, c'était pas possible, sachant que moi, j'ai toujours été passionné par les sciences. Donc du coup, voilà, on m'a très vite redirigé vers un bac professionnel. Le bac professionnel, ça a été chaotique. En terminale, j'avais plus de 1000 heures d'absence, 8 de moyenne, décrochage scolaire total. Voilà, ça a été très compliqué. Et puis j'ai rencontré des bonnes personnes au bon moment, qui sont 10 et qui sont à l'université, qui sont encore mes amis d'ailleurs, et qui m'ont dit que c'était possible de réussir à l'université en étant 10, sachant que j'avais une estime de moi de 0. Je pensais que c'était simplement pas possible, en fait, au vu de ce qu'on m'avait dit aussi, etc., bien sûr. Et en fait, je suis rentré à l'université et j'ai eu ma licence avec 15 de moyenne en psychologie. Et là, le master, ça continue dans ce chemin-là, tout simplement parce qu'en fait, j'ai réussi je me suis en fait intéressé aux 10 et à mes particularités. Et en fait, j'ai pu voir à quel point, en fait, la définition de trouble des apprentissages, à mon sens, on peut la remettre en question, parce que, en fait, dans cette définition-là, on nuance pas les choses. On parle seulement de troubles des apprentissages, et on parle pas, en fait, de toutes les choses positives qu'il peut y avoir, qui accompagnent ces particularités-là. Et en fait, comme vous l'avez vu, les premières diapositives, j'ai parlé de, on va dire, des choses de ce que le médical pouvait avoir à dire de la dyslexie, de ce qu'on entend beaucoup parler quand on parle de dyslexie, de la version handicap, trouble. Et après, en fait, j'ai fait autant de diapositives sur des recherches qui parlent justement de la dyslexie dans un autre versant. Et là, j'ai 2 livres avec moi, Le don de la dyslexie, Le génie des 10, qui parlent de ça aussi, même si ces termes-là, encore une fois, ils sont, à mon sens, il faudrait les nuancer, parce que parler de don pour parler de la dyslexie, je pense pas que c'est approprié, ou même de génie, etc. Pour moi, tout le monde est un génie, mais on y reviendra après. Donc voilà, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de nuancer, et il en va de même, à mon sens, dans tout secteur. Je pense qu'il y a des gens aussi qui veulent bien faire dans le milieu scolaire, il y a des gens qui veulent pas bien faire aussi, c'est toujours comme ça. Et je pense que c'est important de nuancer par rapport à tout ça, à mon sens. Et à l'université, en tout cas, moi, c'est là où je me suis épanoui, en fait, où j'ai vraiment rencontré des personnes qui étaient bienveillantes, des personnes qui étaient... j'ai rencontré aussi des personnes moins bienveillantes, mais globalement, c'est là où je me suis épanoui, parce que je faisais quelque chose que j'aimais. Donc voilà. Par rapport à mon parcours, en tout cas, j'estime que déjà, j'ai réussi à avoir une licence en étant multidis sévère, alors que on pensait que le brevet c'était pas possible. Donc vraiment, s'il y a des personnes 10 ou des frères ou des sœurs de personnes 10, je pense que c'est hyper important d'avoir un regard positif et de dire que c'est possible, parce que ces gens-là, en fait, ils ont un fonctionnement différent. C'est pas tant une difficulté à apprendre, en fait, ils apprennent différemment, et c'est ça, en fait, le plus important, à mon sens. Donc là, on va venir justement sur des personnes dyslexiques que vous connaissez tous et toutes.
ou presque en tout cas, que vous connaissez. Et en fait, on voit qu'il y a c'est varié en fait. Il y a de tout. Il y a des scientifiques, des artistes, des réalisateurs, des chanteurs, des acteurs, des écrivains, des peintres, des sportifs. Et en fait, on voit à quel point juste si vous avez un objectif, vous pouvez en fait. Vous pouvez. Bon, il faut noter justement que certaines de ces personnalités ont été diagnostiquées post-mortem. Donc en fait, par exemple pour le cas de Einstein ou Beethoven, c'est après leur mort en fait qu'on a vu qu'il y avait des liens avec la neurodiversité et plus spécifiquement avec par exemple pour Einstein avec la dys et l'autisme. Mais là encore, c'est à prendre avec des pincettes. Donc voilà, on voit il y a de tout horizon, et c'est ça qui est intéressant à partager. Et là, on va venir du coup sur les particularités de la dyslexie. Donc là, je vais vous donner pas mal d'éléments de revues de littérature, d'associations aussi qui discutent de la dyslexie, et des choses en fait positives, ce qu'on entend très peu quand on parle de dyslexie. Donc quelques ressources que ces personnes ont et qu'on oublie trop souvent. Donc en fait, il y a la pensée systémique. Donc ça, c'est dans une étude, et cette pensée-là, en fait, elle amène justement à des capacités justement pour les personnes 10 à manager, et c'est en lien justement avec les capacités aussi qui sont bien souvent communicationnelles, qui sont bien souvent différentes des personnes dites neurotypiques, même si ce terme-là, j'aime pas beaucoup, parce que ce terme-là, du coup, c'est toujours pareil, c'est rangé dans des cases, et pour moi, tout le monde est neuroatypique, mais bon, bref, on va pas revenir sur cette définition. Mais du coup, la pensée systématique, ça entraîne en fait énormément de facilité pour les personnes 10 à manager, par exemple, dans des métiers dans tout ce qui est management. Et se penser en système, en fait, c'est un peu, pour vous faire simple, de ce que disaient les auteurs, c'est en quelque sorte voir un problème, une problématique dans un tout, et essayer de répondre en fait aux difficultés par rapport à ce tout. Je ne sais pas si je suis clair, mais je l'espère. Mais voilà. Ensuite, il y a, comme je vous l'ai dit, des aptitudes communicatives importantes. Là, ça a été des études qui ont montré que les personnes 10, elles ont des facilités, elles auraient des facilités en lien avec les métiers des relations humaines. Alors là encore, bien sûr, je pense que, comme je vous l'ai dit, c'est à nuancer aussi. Il peut y avoir des personnes 10 qui peuvent avoir des difficultés dans la relation humaine, notamment des personnes 10 qui ont d'autres comorbidités, donc d'autres troubles associés. Mais là encore, en fait, c'est une étude, voilà, toujours pareil, statistique, avec une tendance. Et voilà, il y aurait aussi un esprit critique développé qui s'avérait efficace pour tout ce qui est certains métiers, comme beaucoup de métiers en fait, des métiers dans l'ingénierie, etc. Et après une sensibilité par rapport aux différences, ça après quand on est j'ai envie de dire tout le monde est différent, mais quand on est nous-mêmes en situation de handicap, là encore ça peut ouvrir, hein, encore une fois, comment je pourrais dire ça, ça peut être plus facilitant pour essayer de comprendre d'autres personnes, etc. Et du coup, ils en parlaient justement dans cette étude-là, entre handicap invisible et ressources cachées. Voilà. Et là, vous voyez une super image avec « Je suis dyslexique, ce qui veut dire que j'attends de toi que tu me fasses confiance, etc. » Il y a tout un listing que vous avez pu lire. Vous pouvez la retrouver, cette image, justement, assez facilement. Je suis dyslexique, ce qui veut dire, sur Internet, vous la retrouverez assez facilement. Et du coup, on voit une espèce de rouage avec différentes choses, une empathie développée, un cerveau créatif et productif. Et justement, on va venir sur cette créativité, cette productivité. Et surtout, on va venir en fait avec le fait que les personnes 10, du coup, bien souvent, elles ont une pensée bien plus en images qu'en mots. En fait, une pensée non verbale. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que les mots, c'est très compliqué. Enfin, moi, par exemple, quand on parle par exemple, le mot avion, je le visualise pas, mais je vois un avion. Pour beaucoup, c'est le même cas. Mais moi, j'arrive pas à visualiser le mot.
c'est pas possible pour moi de visualiser le mot. En fait, je vois seulement les images. Et quand je lis, du coup, c'est une succession d'images et il n'y a pas de mots. En fait, du coup, c'est pour ça qu'il y a de la fatigabilité énorme. Et du coup, c'est seulement en images. Mais du coup, ça entraîne aussi des facilités pour d'autres choses. Et ça entraîne aussi quelque chose, une compétence à mettre en avant. Notamment la compréhension et la réalisation en tridimensionnel. En fait, il y a beaucoup d'études, il y a certaines études qui en parlent, et notamment le don de la dyslexie de Ronald Davis, il en parle, où justement, en fait, les personnes 10, elles seraient capables d'imaginer du coup bien plus facilement un concept au-delà d'une image, en fait, une image en 3D. Dans leur tête, et du coup ça entraînerait énormément de facilité pour des métiers, ça pourrait entraîner des facilités pour des métiers d'architecture par exemple, pour des métiers d'ingénierie, en plus de la pensée en système justement. Donc en fait tout ça pour dire que la dyslexie, il y a aussi en fait des points forts à valoriser, des ressources que les personnes qui sont concernées ont, et je pense que c'est important à mettre en avant. Vous avez les références en bas si ça vous intéresse. Il y a aussi une étude assez récente du coup qui date de l'année dernière qui mettait en avant du coup que alors eux ils disent que la dyslexie c'est pas une pathologie. En fait l'hypothèse de la pathologie s'effondre. Eux ils disent en fait justement que la dyslexie c'est justement on pourrait même dire que ce n'est pas un handicap. Bon ça je pense qu'il faut nuancer encore une fois. Mais du coup, eux, ils mettent en avant le fait que les personnes 10, et notamment les personnes dyslexiques, elles auraient une spécialisation dans l'exploration. Ils soutiennent en fait justement qu'il y aurait une forme de cognition représentée par la dyslexie qui jouerait un rôle essentiel pour permettre aux humains de s'adapter. Donc en fait, ce serait en lien avec l'exploration. Et justement, il y aurait différentes forces proposées, associées dans toutes les concepts fondamentaux de l'exploration, l'inventivité, raisonnement global, abstrait et spatial, raisonnement dynamique. Et voilà, eux ils disent que l'hypothèse de la pathologie ou du trouble s'effondre. Et voilà, ils disent que en fait, tout simplement, ils disent que la dyslexie, c'est plutôt une spécialisation vers l'exploration et que le système actuel freine, entre guillemets, est empêchante devant cette exploration. Sachant qu'encore, bien sûr, c'est important de nuancer tous les propos que j'ai, et il en va de même pour les premières slides que je vous ai montrés. Et là, je vais vous montrer un livre du coup que j'ai là, qui est sorti, qui est paru du coup en janvier, fin janvier. Donc il est très récent, il date de cette année. Et Michel Habib, qui a fait justement la constellation des 10, il a proposé un nouvel ouvrage sur le génie des 10. Et si la dyslexie était un effet collatéral de la haute intelligence. Dans ce livre, en fait, il fait un sommaire, pour faire court, il parle de l'intelligence de façon globale avec toutes les tests d'intelligence. Bon là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les échelles de Wechsler avec le QI, que vous connaissez sûrement, etc. Et en fait, il part de là où il explique l'histoire de l'intelligence. Et après, justement, il fait un parallèle entre les 10 et les personnes avec HPI. Et en fait, on retrouve beaucoup dans le diagnostic, dans les tests de QI des personnes 10, des QI très, très hétérogènes, à savoir du coup des items qui sont très hauts, des items plutôt bas. Et en fait, c'est très, très hétérogène, c'est pas homogène. Et lui, il proposerait en fait de faire justement un nouveau diagnostic. Mais comme c'est écrit là, à la lumière des recherches récentes en neurosciences, Michel Habib propose un état des lieux, des définitions et relations réciproques entre haute intelligence et trouble 10. Et comme il dit, on rencontre de plus en plus souvent des enfants et des adolescents et adultes HP10 qui présentent certaines compétences supérieures. Bon, le terme de supériorité, j'aime pas beaucoup parce que au final, ça se base sur un test donné à une période donnée, sachant que les tests de QI, bon, on va pas partir sur ça, sinon ça va durer longtemps, mais bref. Si vous avez des questions par rapport à ça, on pourra en discuter après. Et là, moi, il me semblait intéressant de finir en fait sur
plusieurs choses. Sur le cercle vicieux des troubles d'apprentissage, souvent en fait ce que ça entraîne dans la scolarité d'être dit, sachant qu'on ne peut pas le généraliser à tout le monde, bien sûr, ça reste on va dire des stats. Donc en fait c'est compliqué de le généraliser à tout le monde, sachant que tout le monde est différent et tout le monde a un parcours différent. Donc voilà, on a un trouble des apprentissages avec des difficultés dans le langage oral, écriture, lecture, etc., calcul. Ça va entraîner du coup bien souvent malheureusement un échec scolaire. Cet échec scolaire, du coup, il va y avoir des troubles de la scolarisation avec un complexe d'échec, donc des blocages, des manques de motivation, conduite de fuite. Les personnes disent, moi quand j'étais jeune par exemple, j'étais très souvent malade. C'était psychosomatique parce que je voulais pas aller à l'école, j'aimais pas ça du tout. Et du coup, c'était très compliqué pour moi de me tenir à l'école, etc. Donc, devant ce complexe d'échec, il va y avoir souvent des conflits avec l'environnement, milieu familial, scolaire ou social. Enfin, en fait, c'est souvent très compliqué quand les personnes disent en fait il n'y a aucun milieu en fait qui est entre guillemets bienveillant. Moi, j'ai la chance, par exemple, quand je rentrais chez moi le soir, j'avais une famille très très bienveillante et qui avait confiance qui a confiance en moi. Et là où, en tout cas dans les études, c'est beaucoup plus compliqué dans l'apprentissage quand il n'y a pas de soutien, que ce soit dans le milieu scolaire du coup, et en plus familial. Et bien souvent, voilà, ces conflits avec l'environnement, il y a un sentiment d'infériorité, avec de l'anxiété, tout ce qui va avec en fait, de l'agressivité réactionnelle, et bien souvent il y a des dépressions infantiles ou même des dépressions à l'âge adulte, etc. Par rapport à tout ça. Et ça entraîne aussi souvent des troubles de la personnalité, on retrouve bien évidemment énormément de comorbidités avec des troubles dépressifs, mais aussi avec d'autres troubles psychiques. Donc voilà. Et moi je trouvais que ce qu'on a abordé là justement, c'était à mon sens, c'est quand même vachement négatif. Et du coup, je trouvais ça important de contrebalancer, toujours pareil dans ce souci de nuance, après avoir vu le cercle vicieux des troubles d'apprentissage, le cercle vertueux de la dyslexie, parce que justement, c'est pas que négatif. Et là, je vous parle par rapport à mon parcours aussi. Donc la dyslexie, c'est un profil neuroatypique entraînant des difficultés scolaires, ça c'est indéniable. Sauf que dans mon cas, par exemple, une compréhension et une acceptation de son fonctionnement, ça entraîne énormément de choses positives. Quand on accepte déjà son fonctionnement, c'est quelque chose d'incroyable en fait. Je pense que c'est hyper important de tous et toutes s'accepter comme on est, avec nos forces, nos faiblesses. Et du coup de comprendre ce fonctionnement et de l'accepter, ça peut entraîner aussi d'autres compétences quand on le sait. Par exemple, moi, quand j'étudie, je fais beaucoup avec des cartes mentales. Pour moi, étudier, c'est en fait, je prends du plaisir à étudier parce qu'en fait, j'ai des stratégies qui sont totalement différentes de beaucoup de gens. Par exemple, pour m'étudier, moi, je donne cours. J'aime beaucoup, faire le cours à des camarades, à moi, et du coup, je lis très peu, comme beaucoup font en surlignant ou des choses comme ça. En faisant des cartes mentales et du coup en essayant au mieux comprendre. Et du coup ces autres compétences et les aménagements adaptés aussi, parce que comme on l'a dit juste avant, en fait je pense que ça va dans les deux sens. Il faut aussi que la société, l'environnement est favorisant, et il faut que les personnes 10 aient bien évidemment, dans mon cas moi j'ai un secrétaire scripteur lors de mes examens en plus d'un tiers-temps, et il faut qu'elles aient bien évidemment des aménagements qui leur sont adaptés, qui sont adaptés à leurs besoins. Et toutes ces choses-là, en fait, ça va entraîner une amélioration de l'estime de soi et de la motivation, quand on fait ce qu'on aime, bien sûr, quand on fait des études ou non, que l'on aime, de la motivation, bien-être, la possibilité de réussir, se dire qu'en fait, c'est possible. Voilà. Et je vais finir, du coup, sur une citation qui me parle beaucoup et que j'aime énormément, que vous connaissez, je pense, pour beaucoup. Vous pouvez enlever notre système éducatif, on le prend de façon générale. Ce qui manque devant cette citation, c'est Albert Einstein, du coup, il disait que tout le monde est un génie. Si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est bête, qu'il est stupide. Et en fait, c'est vraiment ça
en fait, si vous devez sortir, je pense, ce soir avec quelque chose voilà, que vous avez retenu, c'est vraiment tout le monde est différent en fait, mais je pense que je vous apprends rien. Tout le monde est singulier, tout le monde est différent, et chacun et chacune, on va avoir des forces, des facilités dans des domaines. Et pour les 10, par exemple, l'écriture, la lecture, c'est quelque chose qui peut être compliqué, mais ça peut aussi être passionnant pour les personnes. Moi, j'adore lire, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Les livres, et à côté de ça, ça n'empêche pas que je lis sûrement beaucoup moins vite que la plupart des gens ici. Ça me fatigue énormément, etc. Mais il y a toujours des moyens de lire autrement. Il y a le livre audio, il y a aussi quelqu'un qui peut nous lire à la place si on le souhaite. Il y a toujours des solutions. Et voilà, cette chose que le poisson, il va avoir des difficultés pour grimper à un arbre, mais pas pour nager. Là où le singe, en fait, il va avoir des difficultés pour nager et pas pour grimper à un arbre. C'est vraiment là où j'aimerais vraiment transmettre, c'est vraiment tout le monde est différent et tout le monde est singulier. Et croyez en vous, je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Peu importe les particularités que vous avez, je pense qu'actuellement il y a des choses qui sont faites par les universités là aussi et qui peuvent là aussi vous aider à réussir dans la scolarité ou non en fait. Le plus important c'est de faire ce que l'on souhaite et ce que l'on aime. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci d'ailleurs à l'invitation et s'il y a des questions, je vous en prie. Ouais. Tu nous as dit que pendant ton parcours, tu avais été suivi par plusieurs professionnels de santé dans différents domaines. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait changer dans la prise en charge des troubles 10 au niveau professionnel pour améliorer ton point de vue par rapport à ça et que tu l'aies accepté plus tôt, on va dire? Alors, c'est une très bonne question. Enfin, malheureusement, dans mon cas, ce qui m'a énormément desservi, c'était en fait la multiplicité des suivis. C'est-à-dire qu'en fait, pendant ma scolarité, souvent, c'était le soir, après l'école, où j'allais voir l'orthophoniste pendant 1 heure de rééducation. Après, c'était il y a 15 ans, enfin, environ une dizaine d'années. Donc là aussi, ça a évolué et il y a plein de choses merveilleuses qui sont faites actuellement. Mais du coup, par rapport à ce que tu dis, moi, c'était vraiment la conjugaison de plein de suivis tout le temps, où j'ai vite fait une overdose, si je puis dire, de tous ces suivis, parce que voilà, il y avait l'orthophoniste toutes les 2 fois ou 3 fois par semaine, il me semble. Il y avait la psychomotricienne que j'allais voir du coup pendant parce que j'avais pas le temps après parce qu'il y avait l'orthophoniste, donc c'était pendant l'heure du midi, pendant le temps où les autres étaient en récréation. Et tout ça en fait, et plus les rendez-vous à Toulouse aussi avec des spécialistes, etc. Au bout d'un moment, je pense que tout enfant normalement constitué ou non, mais tout enfant en a vite marre en fait, parce que moi je voulais juste jouer, faire mes trucs et non, il fallait tout le temps. Et du coup, c'était à ce niveau-là. Après, il y a plein de choses merveilleuses qui sont faites actuellement, et actuellement, je sais qu'il y a plein de il y a des façons différentes, moins rudimentaires aussi d'appréhender pour les professionnels des nouvelles. Enfin, il y a énormément de nouvelles remédiations qui sont proposées par les professionnels. Je sais que j'ai fait en licence 3 de psychologie un dossier justement sur les nouvelles remédiations par rapport à la dyslexie. Et en fait, il y a beaucoup de nouvelles choses qui sont proposées, qui moi n'étaient pas proposées. Je pense qu'ils sont beaucoup plus comestibles, j'ai envie de dire, que ce qu'on avait pu me proposer. Donc je pense qu'il faut être optimiste, et après, moi, au final, toutes ces choses-là, je ne sais pas si ça m'a vraiment aidé ou non, mais ce qui est sûr, c'est que actuellement, si c'était à refaire, je le referais, et actuellement, par exemple, je sais que j'ai envie de reprendre rendez-vous auprès d'orthophonistes pour travailler tout ce qui est écriture, lecture, etc., mais là où est le souci, c'est que c'est vraiment dans l'enfance qu'il faut faire toutes ces choses-là.
parce que c'est là en fait où la remédiation va être beaucoup plus efficace. Je ne dis pas que à l'âge adulte c'est moins efficace, mais c'est beaucoup plus efficace par rapport au développement en tout cas de l'enfant. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Okay. Il y a plein de questions. Je profite du fait qu'il y a pas mal d'étudiants et d'étudiantes en communication ici pour te poser une question plutôt sur ce volet-là, parce qu'effectivement, ce sont des étudiants qui vont être amenés à rédiger des textes, à créer parfois des affiches, des visuels de communication. Et est-ce que, en termes d'accessibilité et d'inclusion, tu as justement en tête des conseils à donner à des futurs communicants et communicantes sur des manières de communiquer qui prennent en compte les particularités des troubles 10 ? Oui, bien sûr, j'en ai plein. Après, prenez là, des notes. Je vais parler de mon fonctionnement, bien sûr, parce que chaque personne est différente et par exemple, pour des personnes, ce qui vaut pour moi ne va pas valoir pour toutes les personnes. Mais dans mon cas, par exemple, je sais que quand il y a une image avec trop de texte, je me perds dans le texte. C'est très compliqué. Sachant que moi, avec ma dyslexie aussi, j'ai des difficultés. J'ai des comorbidités avec des hypersensibilités au niveau visuel. Donc, par exemple, tout ce qui est trop clair, les choses trop claires, ou par exemple, quand il y a en plus de l'écriture, ça peut être très très compliqué, mais bon, ça c'est chose à part. En fait, quand il y a trop de texte, c'est compliqué. Une chose qui est importante aussi, c'est qu'il y a une police pour les 10 que vous connaissez peut-être. Moi, je la mets pas parce que moi, elle me change trop de mes habitudes et ce que j'ai pu automatiser, et du coup, c'est compliqué pour moi. Cette police-là, mais là encore, j'ai envie de dire, c'est singulier. Et je pense que elle a été faite pour les personnes 10, et justement, elle aide la plupart du temps dans la lecture pour les personnes 10. Moi, ce que je conseillerais personnellement pour faire quelque chose de, entre guillemets, d'universel, parce que c'est très compliqué, c'est vraiment de privilégier l'Arial. L'Arial, en fait, c'est une police que tout le monde a vu et revu et souvent a automatisé à l'école, dans tout ce qu'on a pu voir, dans tout ce qui est informatique et tout ça. Donc, en fait, privilégier l'Arial, de ne pas faire trop de texte et faire attention aussi aux... Après, ça, vous êtes plus doué que moi dans la communication, mais avec trop de jeux de couleurs ou des choses comme ça, pour mon cas, en tout cas, c'est compliqué. Mais voilà, si je peux donner quelques conseils. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors moi, je voulais dire que je suis dyslexique. Alors, j'ai 56 ans. Et moi, à mon époque, on nous laissait de côté et on ne s'occupait pas de nous. Mais j'ai eu un prof de CP qui a été formidable. Au début, je ne voyais pas assez bien, qui ne permettait pas à ce que j'apprenne à lire. Et ce prof était passionné et il m'a appris à lire. Sauf que moi, je n'avais pas le temps et je n'avais pas accès aux livres. Du coup, j'ai perdu la lecture. Et je suis devenue dyslexique. Mais très important. J'ai la dyslexie des chiffres, c'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui, même à l'heure actuelle, me gênent. J'ai la dyslexie des volumes, et ça, c'est très compliqué quand vous voulez faire de la cuisine ou même simplement la vaisselle, ne pas pouvoir mettre une casserole petite dans une grosse casserole. Ça m'a gênée pendant des années. J'ai fait mes études, j'ai été jusqu'au BEP-EFR social. J'ai eu 1 an d'orthophonisme à 19 ans. Ça a été ma première fois où j'ai été prise en charge. Après, je me suis battue parce que j'ai 3 enfants qui sont dyslexiques à des degrés différents. Je veux dire que ce n'est pas héréditaire. Il y a beaucoup de personnes qui le pensent, mais non. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai repris, moi, adulte, des cours d'orthophonisme avec mon enfant. Alors ça, ce n'est pas conseillé, parce qu'un orthophoniste qui prend la maman et l'enfant en même temps, ça peut aider, mais ça peut aussi compliquer les affaires. Ce qui est mieux, c'est chacun de son côté.
Et alors, mes 3 enfants ont été suivis. Ma plus petite n'a eu qu'1 an d'orthophonisme parce qu'elle confondait juste le P et le D au niveau de l'écriture. Et quelquefois, quand elle lisait, elle confondait des mots. Mon fils, lui, a eu ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça fait partie de la dyslexie, mais il avait le problème de la feuille blanche, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas écrire sur une feuille blanche. Il fallait que la feuille soit déjà écrite pour qu'il puisse écrire. Pour lui, c'était impossible. Martial, il a 30 ans, 32 ans maintenant, et Martial a été, avec les aides qui sont maintenant, qui existent, comme vous parliez tout à l'heure, au niveau des écoles, au niveau des diplômes. Martial a fait un diplôme d'ingénieur. Je veux dire qu'on s'est battu. Je me suis battue tous les 2 ans pour qu'il aille dans la bonne école, qu'il n'aille pas en école soi-disant spécialisée pour les enfants handicapés. Et Martial, il a commencé à être pris en charge dès le CP. Non, dès la maternelle, car la maîtresse considérait qu'il était trop petit dans sa tête. Martial, il était timide, tellement timide qu'à l'école, il ne parlait presque pas. Du coup, la maîtresse l'a mis de côté. Et il a été suivi par un psychiatre de l'école. Et ensuite, il a eu orthophonie jusqu'à la fin de ses études. Ma fille, elle, comme j'étais dyslexique, l'académie, alors ma fille aînée, l'académie a considéré qu'à partir d'une CM2, elle ne serait pas capable de passer en 6e. Alors moi, j'étais au rendez-vous des parents d'élèves. Et ça, c'est très important. Si vous avez des enfants qui sont dyslexiques, allez au rendez-vous des parents d'élèves. Et même quand l'académie vous convoque, allez et parlez avec eux. Et moi, il m'avait dit, voilà, vous savez, votre fille, puisque vous êtes des dyslexiques, votre fille, elle ne passera jamais en 6e. Ma fille, elle a passé sa 6e haut la main, elle a redoublé qu'en seconde. Et ma fille a fait des études. Je m'excuse parce que j'ai un trou. Voilà, je voulais dire que, je vais en terminer là, que quand on est adulte, il ne faut pas baisser les bras. Moi, personnellement, j'ai été hospitalisée plusieurs fois pour d'autres cas que ma dyslexie, parce que je me suis battue pour mon fils. Et j'ai même repris pour moi-même des leçons avec un orthophoniste. Moi, j'ai eu que droit à plusieurs orthophonistes. Et la dernière m'a aidé justement à régler mon problème de volume. Et maintenant, c'est une grâce parce que quand je fais ma vaisselle, c'est super. Et quand je fais la cuisine, eh ben, je rate plus les gâteaux parce que c'est la bonne quantité. Merci. Merci. Et je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit. C'est vrai que moi, dans mon cas, je retrouve dans ce que vous dites le combat aussi que ma maman a mené avec mon frère pour qu'on soit scolarisé dans des écoles dites normales, pour qu'on arrive à... Et je pense que c'est hyper important de se battre comme ça pour ces enfants. Et je vous remercie pour eux, du coup, parce qu'ils ont pu faire des choses qui les passionnent, qui les plaisent, enfin qui leur plaisent. Et c'est ça le principal. Et malheureusement, bien souvent, ma maman a fait des dépressions. Alors je dis pas que c'est ma faute, mais bien souvent ça fatigue énormément parce que c'est un combat de tous les jours. Donc je comprends ce que vous dites et bravo à vous, du coup. Il y a d'autres questions? Je ne sais pas
comment poser la question, parce que ça va peut-être paraître bête par rapport à ce que je vous disais que je faisais comme métier. En fait, quand on est face à un élève, vu que vous disiez tout à l'heure qu'on peut, on peut adapter, c'est-à-dire que pourquoi lire un texte, pourquoi pas l'écouter, ou qu'on nous le lise. Donc voilà, jusqu'où on peut... alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir être en mesure de me répondre. En fait, jusqu'où on peut aller chercher... Je parle surtout dans l'apprentissage de la lecture, donc quand ils sont encore jeunes, jusqu'où on peut aller en fait pour quand même apprendre à lire, hein, et pas que ça devienne une souffrance et quelque chose qui mette en difficulté à tel point que pourrait engendrer tout ce que vous disiez tout à l'heure, la dépression, l'estime de soi, enfin des choses comme ça. Et quand en fait soulager, c'est-à-dire jusqu'où en fait on peut aller pour quand même leur apprendre à lire, parce que à l'école évidemment on va pouvoir leur faire écouter une histoire avec l'ordinateur, avec tout ce qui se fait maintenant, mais dans la vie, quand il est à faire ses courses ou je ne sais quoi, enfin la lecture malheureusement aujourd'hui est quand même quelque chose de... Il y a beaucoup de barrières si vous n'êtes pas lecteur, tout devient très très compliqué. Donc voilà ma question, mais je sais pas si... Enfin, c'est une question sans en être une. Enfin, voilà. Alors, ce sont des très jeunes enfants. C'est au CP. Alors, malheureusement, il est en CM1, mais on ne fait que du CP, oui. Ok. Par rapport au CP, moi, ce que je pourrais dire simplement par rapport à cet âge-là, c'est d'alterner, de faire en fait des séquences de lecture adaptées en fait. Pas des trucs très très longs, et en fait alterner entre, mais vous le faites sûrement déjà, mais alterner entre un jeu ensuite ou quelque chose comme ça pour en fait alléger ce côté très très fatigant de ce que demande la lecture. Et après moi j'aurais plus de conseils pour des adolescents par exemple ou collège, parce que c'est différent que la petite enfance, dans le développement. Et en fait, ce que je peux vous conseiller, c'est de lui dire aussi, j'imagine que vous le faites, hein, peut-être que ma réponse est stupide, mais de dire, est-ce que tu te sens bien, est-ce que ça va, est-ce que tu es fatigué, tu veux continuer, et lui demander, en fait, je pense que c'est important aussi voir avec lui ou elle, les personnes que vous suivez, à quel point, en fait, parce que c'est très compliqué de se mettre à la place des autres, hein, et de voir à quel point ça fatigue, etc. Et demander, peut-être que c'est une clé, et alterner, je pense que c'est quelque chose de bien. Mais vous le faites sûrement déjà. Je ne sais pas si du coup ma réponse va vous aider, mais bon. Non, mais on est d'accord qu'il faut quand même essayer d'aller jusqu'à la lecture de toute façon. Les gens, effectivement, en alternant, en tenant compte, parce que après, il y a... Il y a plein... Intéressez-vous peut-être à des pédagogies différentielles. Peut-être j'ai employé un terme... non, ouais, c'est ça. En fait, il y a différents types, et vous en trouverez, apprentissage de la lecture, CP, dyslexie, etc. Il y a plein de... Actuellement, j'avais vu vite fait passer des choses comme ça, avec des pédagogies en fait différentes pour les 10, où par exemple il y a des images, par exemple dans ce livre Ronald Davis, lui il dit que la lecture doit se faire en 3D. Lui en fait il fait faire en fait en pâte à modeler les lettres en 3D, et en fait il compose en 3D les mots, etc. Et en fait il y a plein de choses différentes pour apprendre à lire, et l'aspect classique de il y a un texte, bon là en CP du coup il y a une petite phrase bien espacée avec peut-être il y a d'autres choses à aller chercher, et qui seront beaucoup plus aidantes et beaucoup plus simples et agréables en fait à lire pour les personnes 10. Mais ça lui parle effectivement, que ce soit pas juste un cycle comme un autre sur du plat, quoi, privilégier, je pense faut privilégier le visuel, tout ce qui est image, etc. Au-delà du
purement symbolique, parce que c'est vraiment une difficulté dans les symboles en fait. Donc en fait, il faut privilégier tout ce qui est visuel. Donc les images, etc. Je pense que c'est la chose à mettre en avant. Du coup, moi j'ai une question plutôt d'ordre sur la présentation. Étant donné que tu es multi-dys, pourquoi avoir choisi spécifiquement la dyslexie? Est-ce que c'est parce que c'est le trouble que tu considères le plus présent ou le plus important, ou peut-être parce que c'est celui qui parle à le plus de monde? Je sais pas, voilà, je voudrais savoir pourquoi tu as décidé de la dyslexie. C'est vrai que c'est une question qu'on m'a déjà posée. Pourquoi parler que de la dyslexie, sachant qu'il y a plein d'autres dys différentes, etc. Bon, je réponds déjà que moi j'aimerais bien faire quelque chose sur toutes les dys, mais ça durerait, je pense qu'il faudrait une semaine en fait, donc ce serait très long. Et en fait après, dans la littérature scientifique, la dyslexie, elle est souvent en fait, comme vous pouvez le voir là dans la présentation, juste là, dans la constellation des dys de Michel Habib, en fait, la plainte principale par rapport aux dys, c'est principalement en fait la dyslexie dans un premier temps, même si après, bon, pour la dyspraxie c'est encore autre chose, etc. Mais en fait, souvent dans tous les troubles dys, il y a la dyslexie qui est un peu au centre en fait, comme on peut le voir dans ce schéma. Et c'est pour ça en fait que je parle de la dyslexie maintenant, parce qu'en fait, quand on a une dys, on a souvent aussi la dyslexie. C'est très rare d'avoir juste une dyspraxie, où il y a souvent des difficultés d'automatisation des symboles, etc. Donc voilà pourquoi je présente la dyslexie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci. Alors moi j'ai un enfant qui il est pas dyslexique, il a un trouble 10, mais voilà. Et puis je compatis aux galères et au parcours du combattant. Pour faire court, bon, moi on a choisi la déscolarisation, mais concernant la dyslexie, alors en faisant mes recherches, j'ai vu, c'est une orthophoniste qui en parle, qui aurait un rapport avec la position du cerveau, et elle parlait de la posturologie. Apparemment, c'est maintenant enseigné, c'est une discipline qui est enseignée dans certaines facs de médecine et qui agirait sur effectivement la dyslexie. Alors, est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose? Alors, par honnêteté intellectuelle, je n'ai pas lu de choses en parlant. Après, il y a plein d'autres choses. Enfin, il y a plein de choses en fait dans les remédiations par rapport à la dyslexie, notamment tout ce qui est musique, enfin tout ce qui est apprentissage d'un instrument de musique. Il y a plein de choses en fait qui sont mises en place pour aider, en gros, à remédier aux difficultés de lecture, d'écriture, etc. Et du coup, c'est possible, mais je n'ai pas lu sur la question, donc je ne pourrais pas m'avancer. Après, à mon avis, il y a tellement de choses qui peuvent être faites que, bien sûr, la dyslexie, par rapport aux neurosciences, c'est en fait une différence dans le faisceau arqué. Donc en fait, c'est une liaison dans le cerveau, le faisceau arqué, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et du coup, en fait, il y a plein de façons de travailler avec ce faisceau arqué, etc. Bien sûr. D'accord. Enfin, moi, j'ai rencontré un kiné qui m'a dit qu'effectivement, lui, il allait se former à ça, mais peut-être que c'est pas très répandu. Enfin, on n'en parle pas beaucoup, en tout cas, maintenant. J'en ai pas entendu parler, donc je pourrais rien vous dire sur ça. Je suis désolé. Merci. Merci à vous. Donc, merci à tous. Merci Mathis. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez continuer à les poser à Mathis dans un moment un petit peu moins formel. Et puis, il y a toujours son association avec qui vous pouvez rentrer en contact, donc Association nationale sur la scolarité et le handicap. Merci à vous. Merci. J'aimerais juste rajouter aussi, si vous voulez, là j'ai amené quelques livres qui traitent de la dyslexie, donc si vous voulez en feuilleter, vous êtes les bienvenus. Voilà, merci encore de votre présence.